Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Comme tu l'as dit, durant mes années étudiantes, j'étais membre du GRC. Et du coup, je suis contente d'être de retour de l'autre côté de la table pour vous présenter un peu quelques enjeux de ma thèse qui portaient sur les trajectoires des participants et participantes suisses au congrès pénitentiaires internationaux. J'ai préparé un PowerPoint, ça fait très scolaire, mais c'est surtout pour vous montrer des sources parce que c'est quand même ça un peu qui fait le plaisir de notre métier d'historien. Du coup, voilà. J'avais envie de commencer avec deux extraits de textes de personnes qui ont défendu l'idée selon laquelle la prison, c'est la meilleure manière de lutter contre le crime. Le premier, c'est Georg Warentrapp, qui est un des instigateurs de ces congrès pénitentiaires internationaux. Ces congrès, en deux mots, c'est des moments qui rassemblent un peu des directeurs de prison, des philanthropes, des juristes, un peu dans plusieurs villes d'Europe, où ils essaient de définir entre eux quelle est la meilleure manière de lutter contre le crime. Et du coup, Georg Warentrapp, c'est une figure importante de ces congrès. Et il souligne en 1858 deux enjeux qui seront au cœur de ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Donc il dit construire des prisons contre le crime, c'est en même temps travailler à préserver l'Europe de la dissolution sociale qui la menace et qui ouvrirait la porte à une nouvelle invasion de barbares. C'est travailler à l'élever à ce degré supérieur de bien-être et de culture morale qui la rendra capable de la haute vocation que lui assigne la Providence, devenir le centre et le moyen de la civilisation du monde. Alors, le premier enjeu que j'aimerais souligner, c'est cette allusion à la dissolution sociale. On est 10 ans après les processus révolutionnaires de 1848. Et du coup, Warentrapp, il a en tête ces processus révolutionnaires, ces mobilisations de masse. Et donc lui, évidemment, il se positionne du côté de la noblesse, puisqu'il s'agit du coup d'éviter que cet épisode ne se reproduise. Et donc il s'agit d'éviter une dissolution morale largement, mais aussi une révolution socialiste. Le deuxième enjeu, il est celui il est souligné donc, quand il s'agit de dire que l'Europe doit devenir le centre de la civilisation du monde. C'est évidemment l'enjeu colonial, puisqu'il s'agit pour lui que la réforme pénitentiaire permette à l'Europe de devenir le centre de la civilisation du monde dans un moment de reconfiguration des rapports sociaux, coloniaux et raciaux, notamment par les abolitions de l'esclavage, notamment aux États-Unis. Et donc voilà ces deux enjeux. D'un côté, se prémunir d'une révolution socialiste ou du moins de désordres sociaux de grande ampleur, et de l'autre côté, participer à la reconfiguration des rapports coloniaux. Le premier enjeu, il devient encore plus explicite quelques années plus tard avec Samuel Vaucher-Crémieux, qui est cette fois-ci un Suisse, qui est un architecte qu'on retrouvera un peu plus tard, qui a dessiné les plans de la première prison modèle de Suisse, où il explique, quelques mois avant la Commune de Paris, que la réforme pénitentiaire doit s'attacher à réformer le cœur du peuple. Il s'agit du coup de le cultiver, de le défricher, de l'éclairer et de le moraliser pour éviter à la fois les grèves, l'ivresse et la paresse. Donc voilà, le but de la prison dans ce contexte de montée en puissance du mouvement ouvrier, c'est donc éviter à la fois la paresse, mais aussi les grèves. Et donc, ce que je voulais montrer avec ces deux premières citations d'introduction, c'est que dès ses débuts, la prison, elle est investie idéologiquement et elle est au croisement de ces deux enjeux. Il s'agit, par la prison, d'assurer la persistance d'un ordre social et économique. Ce fil rouge, du coup, du capitalisme et du colonialisme que je vais suivre aujourd'hui, il s'ancre dans trois ouvrages qui m'ont particulièrement nourri dans mes réflexions. Le premier, c'est un assez grand classique, c'est Eric Williams, qui paraît du coup en 1964, qui expose la consubstantialité ou le fait que le capitalisme et l'esclavage ne peuvent pas être dissociés, que c'est deux choses qui sont deux processus qui se nourrissent et qui existent en parallèle. Et donc, il montre notamment la manière dont toute la société anglaise est tout entière travaillée par des rapports esclavagistes. Le deuxième ouvrage, c'est celui de Cédric Robinson, qui s'ancre un peu aussi dans cette tradition intellectuelle, qui parle de capitalisme racial pour désigner justement la manière dont le fonctionnement du capitalisme est lié à ces rapports sociaux, coloniaux et raciaux. Et là où j'arrive un peu au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il parle d'une théorie raciale de l'ordre, puisqu'il met en évidence le fait que la création de la prison, elle se déroule au même moment que la transformation justement de ces rapports sociaux esclavagistes et toutes ces violences raciales et coloniales qui les accompagnent. Et donc il faut les penser ensemble en fait. Enfin, un troisième ouvrage, c'est celui plus empirique de l'historien Alessandro Stonziani, qui souligne aussi la convergence entre une mise en place de dispositifs de mise au travail, d'ordre social, etc., et les processus qui mènent à l'abolition de l'esclavage.
puisqu'il écrit notamment que les Poor Laws de 1834 sont débattus au même moment, dans les mêmes cercles, voire dans les mêmes textes que l'abolition de l'esclavage. Les Poor Laws, sans doute que vous en avez déjà entendu parler, mais du coup, c'est ces lois qui font qu'en fait les vagabonds, les personnes qui ont accès à l'assistance, doivent être internées en maison de travail forcée pour avoir droit à, disons, une subsistance minimale. Et donc une autre manière de synthétiser ce que je viens de vous dire, c'est que les formes de la punition ou de la gestion de la déviance, des illégalismes, des choses qui effraient les classes dominantes, elles sont en fait profondément liées avec une structure économique et sociale qui évolue dans le temps. Et donc, là, je suis désolée, c'est très théorique au début, mais en fait, c'est aussi parce que... j'y reviendrai, mais c'est un champ de recherche qui est extrêmement dense, et du coup, on a besoin d'outils pour pouvoir un peu appréhender tout ça. Donc, le deuxième courant auquel je m'inspire, c'est celui de la Political Economy of Punishment, qui émerge, disons, en 1939 avec l'ouvrage de deux personnes de l'école de Francfort, Georg Rouch et Otto Kirchheimer, où ils montraient que l'évolution historique des formes de la gestion des illégalismes, de la déviance depuis avant même le Moyen-Âge, sont en fait liées, alors ils sont assez marxistes orthodoxes, sont liés avec l'évolution des rapports sociaux et du capitalisme, enfin pas du capitalisme, mais du coup des rapports de production. Et donc plus largement, il s'agit de dire que l'organisation économique ou sociale d'une société donnée détermine selon eux la forme que prend l'économie des peines. Et donc l'économie des peines, on désigne par là, disons, le type de comportement qui va être soumis à une répression, la forme de la répression, donc quel type d'enfermement, etc., etc., et aussi l'ampleur et la forme de ces dernières. Et donc cette approche, elle a été renouvelée récemment dans le contexte d'un tournant néolibéral, puisqu'on on s'interroge désormais de voir est-ce qu'il y a une nouvelle forme d'économie des peines qui serait marquée notamment par, pour parler en termes bourdieusiens ou de Vacant, par la montée en puissance de la main droite de l'État, donc la main répressive, au détriment de la main gauche. Et donc moi, je m'inspire de cette approche comme historienne, parce que Foucault l'avait déjà souligné que dès ses débuts, la prison elle est accompagnée d'un discours ultra présent de réforme de la prison. Lui, il parle de technologie bavarde de la prison. Et donc en fait, tout ce discours qui vise à l'améliorer, qui vise à répondre à ses échecs supposés, il fait partie du fonctionnement de la prison, mais c'est concrètement des sources extrêmement grandes. Les actes des congrès pénitentiaires que j'ai dû lire, qui sont parfois assez peu intéressants, c'est des milliers et des milliers de pages. Tout est publié et tout. Il y a vraiment une multiplicité de sources. Et donc l'enjeu comme historien ou comme historienne, c'est aussi de dépasser une histoire des idées pénitentiaires et de prendre un peu du recul par rapport à ces discours qui sont produits. Une histoire des idées pénitentiaires qui verrait l'évolution de différents modèles qui verrait, disons, dans ces débats la raison de l'évolution des formes de pénalité et qui les analyserait pas en lien avec l'évolution de la société. Voilà. Et donc moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous présenter un peu une petite synthèse de 2 siècles d'histoire d'économie des peines en Suisse, puisque dans ma thèse, j'ai identifié sur la base de toutes ces sources toutes ces sources à la fois internes liées à la prison et externes aussi, des sources plutôt économiques, 5 cycles d'économie des peines qui sont liés à la fois aux transformations du capitalisme, donc des évolutions économiques, aux évolutions politiques et notamment la création de l'État fédéral et le renforcement de l'État fédéral, ou encore des dimensions sociales comme la présence ou non d'un mouvement ouvrier fort et organisé. Et pour ce dernier aspect, on va notamment parler de comment tout ce petit monde fans de prison réagit au moment de la grève générale de 1918. Donc ces 5 cycles que je vais vous présenter un peu aujourd'hui, c'est évidemment des idéotypes, donc c'est pas des choses qui existent dans la réalité de manière pure, ils se superposent, ils coexistent aussi avec des formes antérieures de gestion des illégalismes. Et par exemple en Suisse, il y a tout cet enjeu des prisons de district qui sont dans des conditions extrêmement dures, et d'ailleurs c'est un enjeu contemporain puisque hier, vous avez vu du coup que le Grand Conseil débattait de la zone d'attente carcérale qui est s'adresse précisément à ces moments de détention préventive. Et du coup, ces 5 cycles dont je vais vous parler se superposent en partie, sont aussi idéotypiques. Donc on va commencer avec le premier cycle, dans les années 20, qui correspond du coup à l'émergence de la prison moderne. Et donc ce premier cycle, il est essentiellement tourné vers la ville et vers le fait urbain. Ça correspond à la première industrialisation qui fait qu'en Suisse, on a une concentration de nouvelles populations vers les villes. Et donc le système pénal et pénitentiaire en Europe émerge dans ce contexte. Pour le dire vite, il s'agit
d'acclimater les classes populaires qui sont désencastrées ou qui sont désocialisées des contextes agraires, etc., de les acclimater à ces nouvelles exigences du capitalisme industriel. Ça s'accompagne notamment, comme l'a montré un historien Edward P. Non, je ne sais plus ce que c'est le P. Thompson, mais du rapport au temps nouveau, donc de l'imposition de l'horloge. Et notamment, en Suisse, ça se traduit par une lutte contre une tradition que le mouvement ouvrier pourrait se réapproprier, qui est celle de la Saint-Lundi, qui est que les ouvriers et les artisans, le lundi, au lieu d'aller à l'usine ou de reprendre l'ouvrage pour le jour du jour chez eux, allaient se retrouver au cabaret pour discuter et boire des verres. Et donc il y a tout un moment en fait, de disciplinarisation et d'enjeu d'acclimater vraiment ces masses qui sont désorganisées et qui sont désaffiliées à ce nouvel ordre social. Je pense qu'il faut aussi préciser qu'à ce moment-là, il n'y a pas en Suisse le capitalisme, il n'existe pas comme en Grande-Bretagne où c'est pas des grandes fabriques uniformes qui homogénéiseraient toutes les conditions de travail. Le modèle dominant, c'est celui de la fabrique à la maison, c'est-à-dire que les ouvriers ou les artisans vont chercher de l'ouvrage et rentrent chez eux l'effectuer. Et donc il y a un enjeu d'intégration morale de cette nouvelle classe ouvrière, d'autant plus marqué en Suisse. Mais cet enjeu est essentiellement urbain pour une autre raison que souligne Foucault. Et donc cette peur de ces nouvelles populations, en fait, elle n'émerge pas tant du fait que c'est une nouvelle population qui est agglutinée dans les faubourgs des villes, mais en fait aussi, elle est aussi liée à la concentration urbaine du capital, puisque pour la première fois, ou disons dans une forme nouvelle, le capital il est nouvellement investi dans l'espace urbain, dans des machines, etc., qui se trouvent aussi investis visiblement, notamment dans des matières premières, dans des machines, etc. Juste un petit problème. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je m'excuse, j'ai juste... Ah, je trouve plus ma souris. Ah, voilà. Ah voilà, pardon, un petit bug. Et donc pour la première fois, les corps des ouvriers ou des classes populaires, ils sont en contact à la fois quotidien et contraint de cette richesse et de cette concentration nouvelle. Raison pour laquelle Michel Foucault estime que cette peur sociale, en fait, elle est fondée et elle s'ancre dans une réalité économique et que c'est pas juste une peur irrationnelle de ces nouvelles masses concentrées dans les villes. Donc pour lui, et ça c'est un argument vraiment important pour l'histoire des peines, c'est que ce premier cycle, les dispositifs de contrôle, ils ne s'adressent pas tant aux marginaux ou aux personnes qui sont externes qu'à la classe ouvrière dans son ensemble. Et donc il n'y a pas encore de différenciation entre les classes laborieuses et les classes dites dangereuses. Et donc c'est la raison de cette position centrale de la prison dans les villes, puisqu'elles doivent être visibles, elles doivent intimider, et donc elles s'adressent à l'ensemble de la classe ouvrière ou à l'ensemble, disons, des populations ouvrières et populaires. Et donc maintenant, si on fait un petit zoom à Genève, toutes les prisons nouvelles qui sont construites en Suisse, il y en a 2 ou 3, maintenant j'ai un doute, dans ces années-là sont dans des villes et ont une position vraiment centrale. Mais c'est la prison de Genève qui est la plus célèbre et qui est promue au niveau international dans ses congrès. Donc là, je vous ai mis un plan qui date des années 1830, où du coup on voit tout en haut à droite le plan radial de la prison. Et où en fait, on voit que c'est un moment particulier de transformation de la ville à Genève, puisque vous le voyez, la ville est encore contenue dans les remparts de la vieille ville patricienne, donc il y a encore des remparts, et en même temps, elle commence à se déplacer. En premier lieu, c'est le moment où il y a des ponts suspendus qui sont mis en dehors des remparts, et du coup, c'est une première ouverture vers les campagnes. Mais surtout, c'est un déplacement de la vieille ville acropolienne, enfin, de la montagne, quoi, vers le lac, puisque tout ce nouveau... est-ce qu'on voit si je fais ça ? Oui. Oula, ça était vachement vite. Tout ce nouveau quartier, en fait, il émerge dans ces moments-là, il est en partie construit sur le lac, il est investi nouvellement, et donc c'est une nouvelle modernité urbaine et capitalistique. Il est aussi investi monétairement par ces acteurs-là qui font de la spéculation foncière. Donc là, en fait, ce que j'ai surligné, enfin ce que Timothée m'a aidé à surligner en rouge pour ma thèse, c'est les interventions architecturales de cet architecte qu'on a rencontré tout à l'heure, Samuel Vaucher-Crémieux, qui dessine du coup les plans de cette prison, mais qui dessine aussi les plans de la rue de la Coraterie, qui est appelée à l'époque le Tivoli de Genève, donc vraiment à la pointe de la modernité. C'est dans cette rue qu'est introduit l'asphalte pour la première fois. C'est aussi lui qui dessine les plans du musée Rath, qui est le premier musée, disons, dans son acceptation moderne de Suisse, qui a aussi un endroit où se teste un peu une gestion des foules
de manière non émeutière. Donc ça, c'est un enjeu qui est souligné dans l'historiographie, que les musées sont aussi un endroit où on gère un peu comment est-ce qu'on peut mettre beaucoup de corps ensemble. Et donc c'est aussi lui qui dessine le quai des Bergues, qui donc est une opération foncière de conquête de l'espace sur le lac, avec notamment l'hôtel des Bergues. Et donc la prison, dans cette nouvelle modernité politique et économique, elle occupe une place centrale. Le fait qu'on puisse voir distinctement le plan de la prison sur le plan de la ville illustre ça. Et dans un guide que j'ai retrouvé aux archives qui était donné aux visiteurs de l'hôtel de luxe des Bergues, qui est aussi un des premiers hôtels de luxe en Suisse, en fait elle figure comme curiosité à voir. Et donc, voilà, c'était pour montrer à quel point en fait la prison vise l'ensemble des classes populaires dans ce nouveau moment, dans ce moment de première industrialisation. Et du coup, le rôle de Samuel Boucher-Crémieux là-dedans, il se fait le traducteur, il matérialise ou il symbolise cela. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi deux autres acteurs qui sont très influents au niveau international. C'est Christophe Aubanel qui est le directeur de la prison et Emmanuel Ferrière qui est son chapelain. Et donc les trois vont voir d'un très très mauvais œil les révolutions radicales qui touchent Genève de 1841 et de 1846. En 1846, ils vont s'exiler. Samuel Boucher-Crémieux part à Marseille parce que il est dégoûté de la révolution radicale, et les deux autres démissionnent de leur poste dans la prison. Donc c'est aussi pour dire à quel point en fait elle était liée à ce régime politique de la Restauration. Et du coup, Emmanuel Ferrière et donc les deux personnes de la prison, donc le chapelain et le directeur, ils participent à la création d'une société pour la colonisation organisée. Ils répondent ainsi positivement à la proposition d'un Genevois qui est donc Georges Morart de favoriser l'émigration des prolétaires européens en Amérique du Nord, qu'il dépeint comme étant ce vaste continent encore si dépeuplé. Donc vraiment une vision coloniale classique. Et donc selon ce Georges Morart, dont je vous ai mis la page de couverture de ce pamphlet qui a beaucoup circulé à l'époque, la colonisation du Wisconsin par les Suisses permettrait de résoudre cette question sociale de polarisation entre le capital et le travail bien mieux que la philanthropie classique qui n'est pas en mesure de faire face à la montée en puissance du mouvement ouvrier. Et donc il s'agit alors de créer l'adhésion des classes populaires à cette nouvelle organisation de la production. Il écrit notamment que le peuple ne veut plus de patronage ni d'aumône, il veut une propriété. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tout ce réseau un peu philanthropique de essayer de faire adhérer, disons, les classes populaires à cette idée centrale de l'épargne et de la propriété. Et il affirme même que la privatisation des communs qui a poussé du coup beaucoup des classes petites paysannes de la ruralité, cette privatisation des communs, ce ne serait pas une perte pour les classes populaires suisses, car, et là je le cite, « la seule et la vraie propriété communale, ce sont les vastes déserts de l'Amérique remplis de la présence de Dieu ». Donc on voit que la colonisation ici, elle est appréhendée comme une solution à ce proto-mouvement ouvrier, ou en tout cas à une désorganisation sociale. Et on peut aussi faire l'hypothèse que ce travail de promotion d'une solution coloniale aux troubles sociaux en Suisse, elle a trouvé une débouchée quelques années plus tard, donc en 1853, avec la compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, qui est fondée un an après la fin de ce que Alain Rouskiot, qui est donc un historien spécialiste, un historien de l'histoire coloniale, comme la première guerre d'Algérie, et donc le moment de pacification, pour employer un vocable colonial, de l'Algérie. Et donc moi je trouve intéressant de voir en fait que ces acteurs ils circulent de plusieurs sphères et en fait ils s'investissent une fois que la solution de la prison leur semble plus être la manière privilégiée pour lutter contre le crime dans cette colonisation organisée de l'Amérique. Et donc pour résumer, à cette première industrialisation qui est marquée du coup par le déplacement de population vers les villes et par l'embauche salariés de personnes qui travaillent encore majoritairement au sein de leur atelier domestique, à cette première industrialisation correspond un premier cycle d'économie des peines. Et comme ce cycle, comme on l'a vu, il est profondément lié à la question urbaine, c'est pas surprenant que ces prisons modèles, en fait, elles occupent des positions symboliques centrales dans les villes. Ça va changer dans les années 60-70, dans un moment de renforcement ou de construction de l'État fédéral, puisque les prisons, dans ce deuxième moment et dans cette deuxième révolution industrielle, elles ne seront plus dans les villes, mais elles seront un peu à la lisière des centres industriels. Donc ce deuxième cycle d'économie des peines, il intervient, donc, je l'ai dit, dans le contexte de la deuxième révolution industrielle, qui est marquée par l'expansion des secteurs tertiaires et secondaires. Et donc il s'agit d'adapter le corps social à nouveau à cette nouvelle nécessité. Le capitalisme, disons l'industrialisation, nécessite désormais une main-d'œuvre plus formée, qui maîtrise les savoirs de base,
compte tenu du haut degré de spécialisation de la production. Par ailleurs, cette deuxième industrialisation, elle améliore le niveau de vie d'une fraction importante des classes populaires, qui est poussée à adopter certaines valeurs bourgeoises par volonté d'ascension sociale. Et ça, c'est aussi favorisé par le fait que l'école primaire devient générale et obligatoire. Et donc, on assiste alors à une différenciation au sein des mondes populaires, pour le dire vite, avec d'un côté une classe ouvrière qui est intégrée moralement par l'éducation, politiquement par la démocratie semi-directe pour les hommes, socialement par une protection alors toute relative des conditions de travail avec la loi des fabriques de 1877, et de l'autre côté les fractions inférieures des classes populaires, ces populations flottantes comme les décrit ce directeur de la police Jeune Quenou, qui sont perçues par ces acteurs comme étant incapables de s'adapter à cette nouvelle société capitaliste. Et donc elles sont perçues comme ayant été incapables de s'adapter à ces exigences, et donc elles se trouvent poussées davantage à la marge de cette nouvelle organisation du monde social. Et donc le grand partage entre classes laborieuses et les classes dangereuses dont je vous parlais avant, maintenant il est ancré dans une réalité socio-économique. Et donc les nouvelles prisons modèles qui sont construites dans ces années-là, notamment Lenzbourg dans le canton d'Argovie et Neuchâtel dans le canton de Neuchâtel, elles s'adressent désormais à ces fractions qui sont poussées à la marge du monde, et elles s'adressent plus à l'ensemble, elles visent plus l'ensemble des classes populaires. Et donc, elles sont proches de centres industriels, notamment Neuchâtel pour tout le bassin horloger et Lenzbourg pour toute cette région centrale. Et en France aussi, Michèle Perrault, une historienne vraiment spécialiste de l'histoire de la prison, elle note aussi que l'atelier de la prison devient le prototype de l'organisation industrielle moderne. Et donc l'enjeu, il évolue légèrement puisqu'il s'agit de former les détenus à un travail pour les rendre capables de s'intégrer économiquement à leur sortie de prison, pour les rendre capables de s'adapter à cette nouvelle production industrielle. Donc là, je vous ai mis des extraits de mes sources, des rapports annuels de la prison de Lenzbourg, que je vous ai traduits. Donc c'est Joseph Victor Urbin, donc le directeur de cette prison, qui revient sur la surreprésentation des artisans en prison, le fait que c'est la population majoritaire en prison. Et donc selon lui, cette surreprésentation s'explique parce que certains métiers artisanaux comme la cordonnerie, la fabrication de sabots, la tonnellerie et plus récemment la couture sont écrasés par les grandes entreprises. Et donc le petit artisan n'est pas à la hauteur de la concurrence de ces fabriques, mais aussi parce que de très nombreux artisans ne s'adaptent pas à leur époque, donc il y a une vision quand même très individualiste et moralisatrice, mais ils persistent dans leurs vieilles habitudes et bien souvent ils ne maîtrisent même pas leur métier, mais bricolent son goût au jour le jour. Il explique aussi qu'au-delà de la persistance d'un niveau général de rémunération qui est faible, ce sont principalement la qualité souvent médiocre des artisans, donc vraiment une vision individualiste de moralisation des personnes qui sont mises en prison, et la concurrence des machines qui leur font une concurrence si féroce dans les entreprises du grand capital. Et j'ai trouvé intéressant cette formule de grosse capital en allemand, c'est vraiment, on pourrait croire presque une vision anticapitaliste, en tout cas une certaine nostalgie en tout cas de l'ancienne organisation de la production. Et pour autant, on l'a déjà vu, il n'a pas une vision, il n'appelle pas non plus à une révolution sociale, puisqu'il met la responsabilité de la déviance ou de l'internement sur les acteurs eux-mêmes. Et donc la prison doit alors servir de laboratoire de relèvement productif de cette fraction de la classe populaire qui, selon eux, n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles exigences industrielles. Pour moi, c'est important aussi de relever une dualité qui émerge du coup dans ce deuxième cycle, qui a à faire avec cette séparation des deux fractions des classes populaires, puisque adopter une approche en termes d'économie des peines, ça implique de penser ensemble les éléments entre guillemets progressistes qui visent la classe ouvrière en voie d'intégration, notamment la démocratie semi-directe, la protection relative au travail, etc., avec ces éléments répressifs qui visent les fractions inférieures des classes populaires. Et donc, de certaine manière, c'est important de penser ensemble, pour prendre une formule de Claire Rubatel et François Masnata, de la carotte et du bâton envers le mouvement ouvrier et envers les fractions inférieures des classes populaires. Et donc, parmi les libéralités de ce système, l'instauration d'une démocratie politique masculine, qui est inédite en Europe. Il faut aussi se dire qu'au même moment, on est entouré d'empires largement répressifs, et d'ailleurs, on accueille des militants, des réfugiés politiques, quoi.
Les libéralités de ce système politique, elles sont permises ou elles sont possibles parce qu'à cette époque-là, ces acteurs n'ont pas peur ou ne craignent pas de processus révolutionnaires ou disons de désordre social de grande ampleur. Et on verra ensuite que dans les années 20 et dans les années 30 surtout, cette attitude à l'égard de la démocratie évolue lorsque le mouvement ouvrier devient un peu plus puissant et organisé. Ça m'amène à mon 3e cycle. Si vous avez des questions de compréhension, il faut m'interrompre parce que je peux avoir... ma thèse faisait 400 pages, donc c'est assez dense. Donc on arrive au 3e cycle qui émerge un peu dans les années 1885 à peu près, où on assiste notamment à une radicalisation de cette volonté de moraliser les classes populaires, notamment face à la structuration du mouvement ouvrier, au niveau international avec la création de la Deuxième Internationale et en Suisse avec la création de l'Union syndicale suisse en 1880 et du Parti socialiste suisse en 1888. Et du coup, ce qu'on assiste alors, c'est à un certain rapprochement entre différentes fractions des classes dominantes en Suisse, notamment la bourgeoisie radicale ou les anciennes élites patriciennes, et la philanthropie ou l'action carcérale, ça devient aussi le lieu de cette rencontre et le lieu de cette alliance nouvelle. C'est aussi un moment d'émergence des dispositifs de défense sociale un peu partout dans le monde, notamment en France avec la loi de 1885, dont j'ai oublié le nom exact, mais qui stipule que les récidivistes, donc les personnes qui sont condamnées plusieurs fois, sont déportées, notamment en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et en Suisse, ce dispositif de défense sociale, il se traduit par la logique de l'internement administratif. Et donc, à mon avis, cette défense sociale, traditionnellement dans la littérature, elle est présentée comme la manière dont la société lutte contre les groupes sociaux qui lui font peur, qui menacent sa stabilité politique ou économique, notamment par un traitement pénal, pénitentiaire, psychiatrique ou philanthropique. Mais à mon avis, compte tenu de ce que je vous ai dit sur le rapprochement en différentes fractions entre les élites radicales et patriciennes, ça peut aussi être compris comme la manière dont ces classes dominantes perçoivent ce mouvement ouvrier et défendent leurs intérêts. Et donc, pour revenir un peu au premier sens de la défense sociale, l'idée selon laquelle il existe une population qui résiste, disons, au traitement pénitentiaire et qui du coup ne peut pas être améliorée, elle devient de plus en plus présente. Et là, je vous ai cité de nouveau Urbin, qui était donc le directeur de la prison de Lenzburg, qui expose que la Suisse compterait désormais plus de 30 000 ennemis intérieurs, des ennemis à la fois de l'ordre légal et de l'État, parmi lesquels se trouvent des grands malfaiteurs et des criminels. Et donc, il appelle à des mesures radicales de défense sociale de la société pour se prémunir, disons, de ces dangers. Et donc pour ces personnes, la pénalité habituelle qui voit une gradation entre l'acte commis et la punition, donc par exemple on fait un vol, on écope de 3 à 5 mois, enfin pour prendre un exemple assez facile, en fait ça ne fonctionne pas et il faut mettre en place une nouvelle rationalité. Et donc ça c'est ce que dit par exemple Karl Stoß dans l'extrait suivant, Karl Stoß qui est le rédacteur de l'avant-projet de code pénal suisse. Et donc il explique que le débauché, ce qui est une mauvaise traduction de liederliche, mais un peu quelqu'un dont les mœurs sont dissolues, il est interné dans un établissement parce qu'il est ainsi. Et les délinquants, il est interné dans un même établissement parfois parce qu'il a commis telle ou telle chose. Et donc dans un certain cas, on interne pour ce que la personne est et dans l'autre pour ce qu'elle fait. Et donc ces deux rationalités qui sont en contradiction et qui pourtant sont intégrées dans un même code pénal et aussi qui sont défendues par les mêmes acteurs. Cette rationalité qui voit dans l'essence même des individus une problématique à combattre, elle est concordante avec la mise en place de pratiques eugénistes et un historien français les qualifie du coup d'eugénistes avant la lettre. Mais plus largement, cette nouvelle philosophie politique, elle peut aussi être liée au contexte de transformation des rapports coloniaux, marqué notamment par la conférence de Berlin en 1885, lors de laquelle les grandes puissances impériales se partagent l'Afrique. Et du coup, ce discours sur l'hérédité, sur l'atavisme des classes populaires, en fait, il renvoie aussi à la reconstruction de rapports sociaux qui sont fondés sur la race, assignés aux individus. Et donc, en creux, il s'agit aussi de revoir, en fait, de voir le monde social en Suisse sous ces prismes-là. Et en creux, il permet aussi d'affirmer une supériorité intellectuelle, morale et même biologique des classes dominantes impériales.
Et en Suisse, ce moment des années 80, il correspond aussi à toute une série de recherches sur la race alpine, sur les lacustres, sur l'anthropométrie. Enfin, voilà, il s'agit de plusieurs acteurs, des médecins, recherchent un peu les caractéristiques biologiques de la race suisse. Et donc en Suisse, cette défense sociale, elle se traduit du coup, comme je l'ai dit, par des dispositions du code pénal qui est alors en cours d'élaboration, et par ces dispositifs d'internement administratif qui a été étudié par une commission large d'experts et d'expertes, dont vous trouvez d'ailleurs tous les travaux en ligne. Et je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller lire le rapport final qui est assez court, qui synthétise un peu les résultats de leurs travaux. Et donc ces dispositifs permettaient d'interner par voie administrative, et donc généralement sans possibilité de recours et avec un large arbitraire, des individus qui n'ont pas forcément commis de délit ou de peine, mais dont le mode de vie est perçu comme dangereux par la société. Ça peut être du coup des personnes considérées comme alcooliques, comme fainéantes, comme oisives, et il y a une forte dimension genrée à ça, puisque c'était aussi une criminalisation qui du coup n'en est pas une, mais en tout cas un internement, par exemple des mères qui ont des enfants hors mariage, ou du travail du sexe. Et donc par ailleurs, donc ça c'est un peu le premier enjeu de ce troisième cycle, c'est du coup cette mise en place de ces logiques de défense sociale, c'est celle de la colonisation antérieure et celle de la transformation du rôle du travail carcéral, puisque le modèle même de la prison, il évolue un peu par rapport au modèle précédent qu'on a vu, qui était celui de relèvement productif. Et ça se cristallise dans des discussions sur la transportation coloniale. Cet enjeu du coup de la transportation coloniale, il est vivement débattu dans ces congrès internationaux dont je vous parlais. Par exemple, oui, parce qu'en fait, le Royaume-Uni l'a aboli dans sa forme, en termes de punition en 1863, alors que dans le même temps, la France en intensifie l'usage, notamment en Guyane et en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et du coup, ce contraste, il interroge les congressistes et du coup, il donne lieu à beaucoup de débats qui sont relativement interminables et répétitifs. Par exemple, au congrès de Londres de 1872, un congressiste estime que l'enjeu dépend de si le pays a ou non une colonie. Et donc, pour la Suisse, pour la Belgique ou pour l'Allemagne, c'est une question, selon lui, uniquement théorique. Mais les congressistes y tirent quand même des enseignements de ces expériences de travail forcé dans les colonies, notamment en ce qui concerne la pratique du travail agricole. Et émerge petit à petit l'idée selon laquelle ce modèle il pourrait être aussi utilisé en métropole et pas seulement dans les colonies. Et par exemple, le député français Hubert Ernest Michaud expose en 1878 que la transportation a eu donc en France un autre effet qui est celui de démontrer l'excellence du travail agricole pour ramener le coupable au sentiment honnête, puisque ce travail agricole, contrairement aux fabriques, isole l'homme et le spectacle de la nature le calme. Là, je vous ai mis... mes sources sont remplies d'envolées lyriques un peu assez, des fois, gênantes, donc j'espère que voilà, ça vous donne un petit exemple, mais il y en a des beaucoup plus gratinés que ça. Ce congressiste français, il expose aussi la manière dont cette déportation coloniale, elle a secondé véritablement la politique coloniale de la France en permettant le défrichage et l'exploitation de terres. Et donc la colonisation, elle se traduit alors par un travail de conquête de la nature, travail qui est effectué par les détenus et qui doit contribuer à leur relèvement moral. Cet enjeu, il est encore discuté en 1885 à Rome, où l'appel à mobiliser cette logique de colonisation pénale sur les terres même de la métropole est à nouveau lancé. Par exemple, un juriste italien, Émile Brusa, il expose que l'administration pénitentiaire d'un pays doit avoir égard à l'état de ses terres, et donc que l'Italie agricole attend encore beaucoup du travail forcé de ses condamnés pour l'assainissement et le défrichement. Et donc, cette volonté de réorienter le travail pénitentiaire du travail industriel vers le travail agricole, elle s'éclaire aussi par la situation économique que traverse le continent, qui est marquée par une crise économique de surproduction. Et donc, dans ce contexte, l'enjeu que pourrait poser le travail des détenus et la production industrielle en prison au travail dit libre apparaît beaucoup plus saillant, et c'est aussi un moment où d'ailleurs différentes fractions du mouvement ouvrier se positionnent contre le travail forcé des détenus. Et donc le travail agricole des détenus, il permettrait de répondre à cet enjeu sans pour autant adoucir la discipline pénitentiaire, comme l'expose un congressiste belge aussi en 1885, puisqu'il dit que quand l'État fait défricher des bruyères par des condamnés, il n'y porte qu'une atteinte indirecte, en ce sens qu'il donne du travail à ceux qui en ont pris, mais n'en prend pas à ceux qui n'en ont pas. En Suisse, cette discussion elle arrive jusqu'au Grand Conseil neuchâtelois, où siège comme député le directeur de la prison de Neuchâtel, Louis Guillaume, donc la prison dont on a vu les plans juste avant,
puisqu'en 1878, qui est donc juste après un congrès pénitentiaire, un postulat invite les autorités à évaluer s'il serait possible de conclure un traité avec la France pour envoyer les récidivistes neuchâtelois en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Et donc un membre de l'exécutif du Conseil d'État neuchâtelois se dit hautement partisan de cette option. Et dans la discussion, Louis Guillaume, donc, qui est le directeur de la prison, il appuie cette proposition en reprenant des arguments qui ont été justement dits dans ces congrès internationaux. Et pour moi, c'est aussi intéressant dans une logique d'histoire coloniale de voir que 1878, c'est pas non plus un moment anodin, puisque c'est juste après, certes juste après le congrès, mais c'est aussi juste après la grande révolte anticoloniale en Kanaky, la révolte anticoloniale contre la colonisation prolongée de l'île, et où d'ailleurs plusieurs rapports administratifs montrent la manière dont le travail forcé des déportés permet en fait de casser les grèves ou de permettre de casser le mouvement anticolonial. Et donc on retrouve un peu cette alliance, cette association entre dimension coloniale et dimension économique. Alors la motion pour envoyer des Neuchâtelois en Kanaky, elle n'aboutit pas en raison de difficultés pratiques et notamment du coût. Mais pour moi, le fait même qu'on envisage sérieusement cette option, ça témoigne aussi de l'importation ou de ces représentations du monde et de ces pratiques coloniales en Suisse même. Et surtout, c'est un prélude à l'établissement de Witteville et de Bellechasse dans la région des Grands Marais, qui constitue d'une certaine manière l'application métropolitaine de ces logiques de travail de la terre. Donc là, on peut voir sur les petites flèches rouges l'établissement de Witteville, qui est encore aujourd'hui la plus grande surface agricole de Suisse, et l'établissement de Bellechasse de Fribourg. Du coup, donc Witteville c'est Berne, Fribourg c'est Bellechasse, qui est la deuxième plus grande surface agricole de Suisse. Donc à l'échelle même de la Suisse, de la production agricole, ça compte. Pour moi là c'est intéressant, je vais peut-être juste regarder le temps qui me reste. Ah oui, non. Je voulais faire un petit détour d'histoire environnementale, mais je ne vais pas le faire. Mais du coup, je vais quand même dire qu'il y a cette idée très fortement présente que les détenus, en travaillant la terre et en rendant productif ce terrain qui auparavant était marécageux, doivent eux-mêmes se moraliser. Et du coup, on retrouve en fait la même idée qui était celle de la déportation coloniale. Et ce modèle, il se traduit aussi par cette conception de colonisation intérieure qui est développée par Otto Keller-Hals. On voit pas grand-chose, mais disons le directeur de cette prison de Witteville qui utilise même ce terme. Et donc en fait ce qui constitue la reprise en métropole même de ces logiques de colonisation de la terre. Donc ce troisième cycle, en bref, il est marqué à la fois par des logiques de défense sociale et d'évolution de l'ancrage économique des institutions carcérales. Maintenant on va passer au quatrième cycle, qui est encore une radicalisation des logiques de défense sociale, mais cette fois-ci comprise dans son acceptation de lutte contre le mouvement ouvrier. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre 1918, une grève générale éclate en Suisse qui immobilise le pays pendant plusieurs jours, notamment en réaction aux détériorations des conditions de vie des populations ouvrières et populaires. Et donc dans le carnet qui est tenu par l'épouse d'Otto Keller-Hals, elle expose un peu comment, dans la prison même, on ressent cet événement. Et donc elle dit que chez nous, c'est beaucoup plus calme que d'habitude. Pas de courrier, pas de transporteur. Dans la région, des réunions des hommes de confiance ont lieu. Donc là, elle fait référence en fait au comité des gardes civiques qui se mettent un peu en place partout sur le territoire. À Inns, c'est l'oncle Karl, donc Karl Scheurer, qui prend la parole. Et donc il est question de former des milices anti-ouvrières, comme cela s'est fait dans d'autres cantons. Et donc chez nous aussi, en prison même, on prépare des armes et des munitions. Et Otto dit quelques mots aux gardes dans la salle à manger. Et donc en fait, pour moi, c'est intéressant de voir que du coup, ces milices anti-ouvrières qui ont eu comme but de s'associer à l'appareil répressif d'État, donc la police et l'armée, elles ont leur place aussi en prison, elles sont aussi discutées en prison, puisque du coup, le carnet des Keller-Hals montre aussi comment la prison, elle a été pensée comme appui possible à ces milices, notamment en fournissant des armes aux gardiens pour aller réprimer des grèves ou des émeutes possibles. Et donc, j'ai pas le temps de développer, mais il y a aussi une autre figure importante de ce milieu qui participe aussi au niveau, cette fois-ci, législatif à l'arsenal pénal contre les mobilisations et contre les grèves générales, où du coup, disons, le Conseil fédéral met en place une commission secrète qui essaye de réfléchir à comment prévenir des nouveaux événements de grève générale. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir là que ce grand partage entre deux fractions des classes populaires et ce grand partage aussi entre les illégalismes et la criminalité dite politique, dans des moments de crise politique, en fait, il se dissout.
Et donc, dans ce moment de crise politique, en fait, la fonction de la prison, elle remontre un peu de manière explicite son ancrage de classe. Comme le témoigne le fait qu'il soit envisagé de donner des armes aux gardiens de Witteville pour réprimer une potentielle insurrection ouvrière. Et donc là, on retrouve aussi cette idée que j'avais mise en introduction de Samuel Vaucher-Crémieux, qu'il s'agit d'éviter les grèves par la prison. Ce 4e cycle, il est aussi marqué par la création ou l'institutionnalisation de la criminalisation de l'immigration. C'est aussi un enjeu malheureusement d'actualité, comme on va le voir le 14 juin avec l'énième votation de l'UDC. Et donc là, je vous ai mis les extraits, les pages de garde de 2 conférences qui sont données par Ernest Delakis, qui est un charmant individu qui a bataillé, disons, pour consacrer cette vision de l'Überfremdung dans la loi. Je vais un peu couper parce que je me suis un peu... C'est quoi l'Überfremdung, pardon, c'est difficilement traduisible par surpopulation étrangère. Et donc c'est cette idée selon laquelle il y a des populations qui ne sont pas assimilables en Suisse parce qu'elles sortiraient un peu... elles ne seraient pas assimilables et donc qu'il s'agirait d'expulser ou d'interner. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que du coup, lui, il bataille pour créer la loi sur les étrangers de 31, qui consacre vraiment une vision racialisante de l'appartenance à la nation. Là, je vous ai mis 2 extraits. Le premier, c'est donc celui de sa conquérance, où il fait une allusion antisémite explicite. Et le deuxième, c'est son journal de bord, qui a été retrouvé par des historiens, où il parle du coup d'arianité, mais aussi il considère que les juifs ont tendance à être des prétentieux. Et donc ce premier moment d'institutionnalisation de la gestion de l'immigration, immigration perçue comme indésirable, elle est marquée par un antisémitisme structurel et par une vision racialisante. Pour moi, je vais essayer d'aller assez vite, mais il y a quelque chose qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que Ernest Delakis, il est né à Alexandrie et il provient d'une grande famille de négociants de coton. Et donc il appartient à une famille pionnière de cet impérialisme suisse à Alexandrie. Anita Miller, qui est une historienne qui a consacré sa thèse aux colonies suisses à Alexandrie, expose que son père a participé à la fondation en 1858 déjà de la première association économique et sociale qui regroupe les Suisses, qui s'appelle donc Helvetia. Et donc pour moi, il y a un certain impensé colonial de la littérature sur cette personne, puisqu'on ne pense pas la manière dont cette conception de l'appartenance raciale à la nation, elle traduit aussi cet ancrage colonial de la famille Delakis. Et donc, d'un point de vue d'économie des peines, on constate en Suisse une certaine racialisation ou une ethnicisation de la structure répressive, qui est marquée notamment par des menées eugénistes que j'ai déjà évoquées, mais aussi par cette loi sur les étrangers de 1931, qui prévoit un internement d'une durée maximale de 2 ans lorsqu'un renvoi est impossible. Et donc cette ethnicisation de la criminalité, elle peut aussi être comprise comme relevant d'une forme de défense sociale, puisqu'il s'agit aussi de présenter le mouvement ouvrier comme étant le résultat d'influences externes, notamment juives ou russes évidemment. Et donc cette polarisation et cette crainte envers le mouvement ouvrier, elle se radicalise encore dans les années 30, où tous ces individus, toute cette galaxie fan de la prison, elle va faire preuve d'une certaine fascination pour les régimes fascistes voisins. Je vais passer très vite. Non, en fait, je vais passer parce que c'est dans la continuité en fait, de cette logique d'ethnicisation et de racialisation des dispositifs de répression. Du coup, si vous avez des questions sur cette période du fascisme, n'hésitez pas à me la poser. Et enfin, je fais l'hypothèse, mais ça c'est un moment que j'ai moins travaillé dans ma thèse, d'un 5e cycle qui se mettrait en place dans les années d'après-guerre et qui culminerait dans les années 80 par l'abolition de l'internement administratif et donc qui représenterait la matérialisation d'un tournant néolibéral qu'on observe plus largement. Et donc au niveau de l'économie des peines, il y a 2 processus qui transforment profondément le tissu suisse. Le premier, c'est l'abolition des dispositifs d'internement administratif dont je vous ai parlé, dont il a été du coup beaucoup question, qui sont formellement adoptés en 1981. Je dis formellement adoptés parce que du coup, les membres de la commission d'experts et d'expertes montrent qu'en fait, cette abolition, elle répond davantage à des enjeux légaux, notamment de conformité à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'à une réelle transformation d'ampleur. Et notamment, elle évolue par d'autres mesures de contrainte qui sont introduites à ce moment-là dans la loi, notamment le placement à des fins d'assistance.
Et donc il ne s'agit pas tant d'une délégitimation de l'internement administratif que de sa mise en conformité avec le droit. Et par ailleurs, ces années 80-90 sont marquées par une transformation de la population carcérale, puisque la part d'étrangers et d'étrangères devient majoritaire par rapport à la part de Suisses dans les prisons. Ce qui amène le géographe Luca Gnediger à poser l'hypothèse selon laquelle la fonction de la prison changerait à ce moment-là pour devenir essentiellement un moyen de gestion de l'immigration perçu comme indésirable, et donc qui deviendrait aussi une des institutions qui produirait des rapports sociaux marqués sur la race. Et donc ça, ce serait la deuxième évolution de ce tournant néolibéral qu'on observe aussi par ailleurs en Europe et dans le monde. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser le caractère de nouveauté de cette idée selon laquelle la prison serait productrice de rapports sociaux fondés sur la race ou l'ethnicité, puisqu'en fait, on a vu assez rapidement aujourd'hui que c'est le cas tout au long des 19e et 20e siècles. Voilà. Du coup, en conclusion, donc, je vous remets un peu ces 5 cycles que j'ai identifiés. Et pour moi, ce qui est vraiment important de souligner, c'est que du coup, l'évolution de la prison, de l'enfermement, de l'internement, on ne peut pas le comprendre uniquement en se fondant sur les textes de ces personnes dont on a vu des extraits. Mais en fait, la prison, elle est essentiellement liée aux évolutions économiques, sociales et politiques, et aussi du fait colonial qui touche du coup aussi la Suisse, comme il faut toujours le rappeler. Merci pour votre attention et désolée d'avoir été un peu longue. Ah, c'est moi qui prends les questions ? D'accord, avec plaisir. Comme ça, tu fais comme tu le sens, tu en prends 3. Ok, alors je peux prendre plusieurs questions. Vas-y. Moi, j'ai une question par rapport... Enfin, on a vu récemment, il y a des données qui sont sorties sur le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient emprisonnées en Suisse pour des raisons économiques, qui n'ont pas payé leurs dettes, leurs amendes et tout ça. Et je me demandais si c'était déjà un peu le cas auparavant. Du coup, je peux prendre plusieurs questions. Oui. Merci pour cette présentation, c'était extrêmement intéressant, ça allait très vite. Moi, je me questionnais à partir pour le 2e, 4e et 5e cycle, comment ça s'opérationnalise le fait de cibler ces classes marginales, populaires, gênantes, comment dans le droit pénal, quelles sont les tactiques mises en place pour que finalement on puisse arrêter, interner ces gens-là, et les évolutions entre ces cycles-là. Peut-être une 3e question. Il y a quelqu'un d'autre. Moi, je voulais juste savoir, mais brièvement, parce que je comprends que c'est une question hyper trop large, mais du coup, je comprends l'enjeu de la prison depuis l'industrialisation jusqu'à maintenant, mais du coup, ma question c'était quelle était la réflexion de la situation du code pénal, etc., avant, donc pré-industriel, et voilà, mais très brièvement, parce que c'est trop large de ce comprends. Je vais déjà répondre. Merci beaucoup pour vos questions. Comment on cible, je vais répondre aux 2 premières ensemble. Comment on cible ces populations ? En fait, c'est aussi ça qu'on entend par économie des peines, c'est qu'en fait, des comportements sont perçus ou sont désignés comme étant criminels. Et donc, ça peut être le fait de mendier, ça peut être le fait de vagabonder, ça peut être... et donc là, pour le cas récent, c'est le fait de ne pas payer ses amendes qui est criminalisé et qui, du coup, conduit à mettre en prison. Ouais. Mais pour, par exemple, un artisan qui n'est pas assez productif dans le 2e cycle... Alors, ça, justement, c'est que, du coup, c'est des personnes qui sont poussées à la misère et, du coup, selon la logique de ces personnes, c'est que ça s'opère d'eux-mêmes, puisque c'est des personnes qui sont poussées à la misère, qui sont en faillite, etc., et qui, du coup, commettent des actes jugés criminels pour assurer leur survie, quoi. Et donc c'est un peu comme ça que ça se fait. Et donc ça, c'est sur le volet criminalisation et pénal, mais c'est aussi pour ça qu'il y a tout cet enjeu de l'internement administratif qui du coup dépend beaucoup des cantons, mais qui du coup permet un arbitraire complet. Ça peut être des préfets, ça peut être des chefs de police, ça peut être des fois sur la base de dénonciation de voisins ou de collègues, du coup pas de collègues, mais de personnes, disons, de l'entourage. Et donc il y a aussi une dimension racialisée là-dedans. On sait notamment que les populations yéniches ont été internées en masse
les parents, entre guillemets, dans les prisons et les enfants dans des maisons d'éducation correctionnelle où ils étaient soumis à de la violence sexuelle massive. Et donc en fait cette logique de l'internement administratif c'est précisément pour pouvoir toucher des personnes qui n'ont pas nécessairement commis de délit ou pour lesquelles cette logique des courtes peines, enfin de la criminalisation ne fonctionne pas quoi. Donc et puis comment ça se comment répondre. Et du coup, voilà un peu. En fait, les années 20, c'est aussi un moment. Je l'ai pas sous les yeux, mais c'est un moment en fait de massification des dispositifs d'internement administratif. C'est vraiment les années 20 et les années 30, un moment où on enferme en masse, quoi. Et donc, ça correspond aussi à ces logiques de défense sociale. Et du coup, en fait, j'ai répondu directement à ta question, mais du coup, oui, il y avait déjà évidemment une forme de criminalisation soit de la misère, soit du fait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Avant, c'est pas quelque chose qui émerge maintenant. Et par rapport à la question sur l'époque avant la révolution industrielle, alors moi je commence ma thèse dans les années 20, donc je peux pas vraiment dire, mais ce que je sais c'est que déjà le code pénal n'existe pas. Et d'ailleurs c'est tout un enjeu de ces personnes d'unifier, parce que la gestion des peines, elle est organisée au niveau cantonal, donc assez tardivement, jusqu'à dans les années 40, 1940. Les codes pénaux cantonaux prévalent par rapport au code pénal fédéral. Donc avant ça, il n'y a même pas de... Enfin, c'est des codes cantonaux qui sont très disparates l'un à l'autre. Et je pense que c'est aussi effectivement important de voir que ce n'est pas une rupture nette et que ce n'est pas en 1820 quelque chose qui apparaît de nulle part. Il y a beaucoup de prisons de district, il y a beaucoup de l'enfermement. Mais en revanche, ce qui change vraiment au tournant des 18e et 19e siècles, c'est vraiment que du coup la prison c'est plus seulement un espace où on enferme, où on met à l'écart, mais c'est aussi investi d'une dimension politique et symbolique où il s'agit vraiment de reformer des individus nouveaux, alors qu'auparavant la tendance c'était plutôt de mettre à l'écart dans ces prisons de district ou ailleurs, de mettre à l'écart des populations qui sont jugées déviantes ou dangereuses, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et du coup on doit arrêter à quelle heure ? Plus ou moins une trentaine de minutes de questions, mais après ça dépend de l'énergie des gens. Ça et marche. de la tienne. Oui. Du coup, si vous avez encore des questions. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé passionnant cette articulation avec la colonisation. Hein. Et tu as donné quelques exemples. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu davantage? Donc, tu nous as donné des extraits, mais c'est vrai que c'est un terrain pour moi que je connais très très peu, et je t'ai donné des exemples sur Alexandrie, sur l'idée de la Kanaki, etc. Mais est-ce que tu peux... Enfin, tu as ouvert mon appétit. D'autres personnes? Bon, du coup, je réponds à ta question. En fait, pour moi, c'était aussi... C'est quelque chose qui a émergé au cours de ma confrontation avec les sources. Dans mon premier projet de thèse, la question coloniale, elle n'existait pas vraiment. Mais en fait, c'est en lisant les actes des congrès et en les relisant, avec des fois beaucoup de fatigue, que cette mention en fait, systématiquement, on fait mention aux pays civilisés, qui sont ceux qui font la réforme pénitentiaire. Et par ailleurs, il y a des appels à s'inspirer des congrès de Berlin de 1885 et de 1878, qui sont vraiment des moments de partage colonial du monde. Et du coup, pour moi, en fait, ça me fait ding-ding dans ma tête. C'est pas possible que cette idée de pays civilisés associés à la réforme pénitentiaire soit anodin et que du coup, ça traduise pas quelque chose de plus large. Et du coup, je peux répondre de deux manières. Il y a une manière, c'est que mes acteurs en Suisse même ont la prétention de civiliser les classes populaires suisses, et du coup il y a un certain continuum colonial entre les populations des pays colonisés qui font face à cette fameuse pseudo-mission civilisatrice, et de même, eux-mêmes font le parallèle entre les deux. Je vous ai pas parlé, mais par exemple, vous connaissez peut-être Cesare Lombroso, qui du coup est une personne qui a fait une théorie du criminel né, donc qui consacre un peu ce tournant biologisant.
Et lui, il a donc à la fois des travaux criminologiques où il parle du fait que, par exemple, la forme du nez, la forme du crâne permettent de retracer, de déceler un potentiel criminogène. Et en même temps, il a des textes où il compare les fous, les amoureux et les sauvages, entre guillemets. Et donc, en fait, il compare les formes du crâne entre les criminels entre plein de guillemets sauvages. Et du coup, cette comparaison, les acteurs la font eux-mêmes. Et du coup, ça me paraissait... Enfin, pour moi, ça aurait été une faute scientifique de ne pas prendre cette question à bras-le-corps. Et du coup, de ne pas voir aussi comment ces visions du monde, elles peuvent être importées en Suisse et puis adaptées, du coup, à la situation suisse où l'État n'a pas de colonie. Mais il y a un deuxième enjeu, du coup, aussi plus concret, qui était pour moi, du coup, c'était aussi important de retracer les trajectoires individuelles de ces personnes. Et là, je parle notamment de, du coup, ce que j'ai fait, par exemple, pour Ernest Delakis et Alexandrie. Et j'ai fait notamment ça en dépouillant les feuilles officielles suisses du commerce. Et par exemple, cette personne qui est Frédéric Martin, que vous connaissez peut-être, c'est du coup, il est conseiller d'État libéral à Genève, et c'est lui qui envoie l'armée en 1932 contre la manifestation antifasciste, qui cause, je crois, 13 morts et une soixantaine de blessés. Et lui, en fait, dans les années 20, il est actionnaire et puis il est très actif dans une société de crédit immobilier suisse-égyptien qui appelle justement, qui vise aussi à favoriser l'achat de terres en Égypte. Et du coup, pour moi, c'est aussi intéressant de voir de voir la manière dont ces activités économiques s'articulent aussi à une vision du monde fondée sur l'ordre racial et du coup, en l'occurrence aussi l'ordre militaire et anticommuniste, quoi. Du coup, c'est ouais, voilà. J'espère que j'ai répondu un peu. Oui. Juste pour être sûr, quand on parle de colonisation intérieure, c'est la volonté de civiliser les populations rurales un peu de la même manière que on veut, entre guillemets de nouveau, civiliser les populations du sud global. Non, je ne suis pas revenue en détail là-dessus. C'est plutôt l'idée selon laquelle il y a des espaces en Suisse qui sont, et partout dans le monde, qui sont pas productifs et qu'il s'agit de conquérir, j'allais dire conquérir, tout va bien. Et du coup, qu'il s'agit de rendre productifs. Mais du coup, cette opération, elle est investie idéologiquement. Mais du coup, ça me permet de faire mon petit détour d'histoire environnementale. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'a passionnée. Et du coup, on va revenir à Bellechasse et à Witzwil. Cette région-là, en fait, elle émerge à la suite des corrections des eaux du Jura à la fin du 19e siècle. Auparavant, c'était des marécages. Et du coup, il faudrait élargir les lacs, quoi. Et donc, dans le courant du 19e siècle, il y a beaucoup d'opérations de travail sur la nature, notamment des corrections de fleuves. Et par exemple, dans la vallée de la Linth, du coup, dans le canton de Zurich, en fait, c'est pour montrer aussi à quel point ces opérations, elles sont investies idéologiquement. Hans Conrad Escher, qui est une figure centrale de la bourgeoisie suisse, qui est du coup la personne en charge de ces corrections d'eau, il disait que les habitants de cette vallée, ils avaient été diminués par le climat marécageux. Il parlait d'eux comme des Halbmenschen, du coup des demi-hommes, donc vraiment une vision racialisante de le climat génère des races d'humains. Et du coup, selon lui, le fait d'épurer ou d'assainir ces régions-là allait en faire des hommes modernes, disons. Et du coup, pour revenir à Witzwil et Bellechasse, du coup, cette région-là, en fait, du coup, elle émerge au moment où le niveau des lacs baisse avec la correction des eaux du Jura. Et du coup, il y a cette idée on va mettre des individus qui sont malsains, dont on perçoit qu'ils sont amoraux, etc. Au début, c'est uniquement des internes administratifs, donc c'est uniquement des personnes, pour revenir à la typologie de les gens, ce qu'ils font vs ce qu'ils sont, c'est uniquement des personnes qui sont mises là pour ce qu'elles sont, et donc pour une conception presque biologisante ou racialisée. Et du coup, avec cette idée que le travail de la terre allait les faire aussi, en moralisant la terre, on allait moraliser aussi ces personnes. Et du coup, le terme de colonisation, il est dans ce texte-là, il est pris dans son acception première de coloniser, de s'approprier un espace et de le rendre productif. Mais en même temps, ça s'inscrit dans toutes ces représentations du monde qui sont racialisantes et qui, du coup, sont aussi... qui justifient aussi, du coup, l'empire colonial et puis la colonisation, largement, quoi. Oui. Et l'immigration criminalisée, bon, on a vu les propos antisémites, mais c'était quel profil, donc en dehors de... Ça évolue beaucoup, mais dans le courant de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup cette idée des accapareurs. Du coup, il y a une grande médiatisation et une espèce de panique morale
sur des personnes qui seraient étrangères et qui détourneraient des biens de première nécessité, enfin de rationnement, quoi, et qui du coup sont beaucoup des personnes des pays voisins qui fuient les contextes de guerre, etc. Mais j'ai trouvé, il y a à Fribourg, à Bellechasse, sont internés des internés marocains, je crois que je t'en avais parlé, en 26, parce que ce sont du coup des personnes, mais alors ça c'est vraiment un cas extraordinaire qui est aussi assez, pour moi assez touchant. Ce sont du coup des déserteurs de l'armée française qui stationnent en Saxe, qui essaient de fuir pour rejoindre la Turquie d'Atatürk, qui sont interceptés à Bâle et qui du coup sont gérés par la police des étrangers et mis travailler la terre à côté des paysans fribourgeois à produire des pommes de terre, quoi. J'ai oublié ta question. Oui, qui c'est ? Bah, du coup, c'est en fait essentiellement des personnes des pays voisins. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à... Si on se dit, si on prend votre titre, la prison qui civilise les classes populaires, par rapport à tous ces cycles, qu'on sait que ça a été un succès, je dis des guillemets. Là, par exemple, ils font plein de grands travaux, ils ont l'air de remplir les objectifs qu'eux-mêmes se fixent, hein, l'État, l'administration pénitentiaire, parce qu'actuellement, à part faire souffrir, à part la fonction rétributive, la prison est très critiquée dans cette idée qu'elle n'arrive pas du tout à améliorer la situation des gens qui sont en prison, qui ressortent beaucoup plus détériorés qu'ils n'y rentrent, et puis dans les fonctions qu'elle se fixe. Hein. L'idée, c'est de réformer, civilité, peu importe quel mot qu'on utilise. Est-ce qu'à certains moments, en guillemets, ça marchait ou ça n'a jamais marché? C'est une question très très épineuse qui a été posée par Michel Foucault lui-même dans Surveiller et punir, qui est vraiment un ouvrage qui a un peu... On commence en général l'histoire des lieux de détention avec ce livre. Cette question de l'échec de la prison, parce que en fait, lui il montre, et puis c'est aussi moi ce que je vois dans mes sources, c'est que le discours de l'échec de la prison, de dire que la prison produit des criminels, etc., il émerge au même moment de la prison et il est continu. Tout le long, ces acteurs, ils n'arrêtent pas de dire la prison, ce modèle-là ne fonctionne pas, du coup voilà ce qu'on peut faire et tout. Donc en fait, c'est ça qui pousse aussi à décaler un peu le regard et à dire que le discours de la prison qui resocialise, en fait, comment dire, l'objectif affiché, il ne fonctionne pas. Mais en fait, on ne pourrait pas expliquer la pérennité d'une institution qui ne fonctionne pas si tout le long, il n'y a aucune autre institution sociale qui ne fonctionne apparemment pas et puis qui continue de cette manière-là. Et du coup, c'est cet objectif, comment dire, c'est pour dire qu'en fait, cette question-là, moi, j'aime bien l'aborder un peu de biais en montrant un peu la fonction sociale, mais qui n'est pas forcément celle qui est revendiquée, puisque, disons, la fonction de resocialiser, de lutter contre la récidive, en fait, tout le long, ces acteurs, ils n'arrêtent pas de dire c'est l'enfer, il y a de la récidive, les personnes qui passent en prison, en fait, elles ressortent et elles recommettent des crimes, etc. Et donc, en fait, je trouve que l'argument de Foucault, il fonctionne bien, de la prison un peu comme béquille de la reproduction du capitalisme industriel, etc. Qu'en fait, c'est pas sa fonction affichée ouvertement, mais que c'est ça qui permet d'expliquer que ça continue. J'espère que c'était clair. Oui. Moi, c'est un peu dans le même sens. Je me demandais ce qu'ils deviennent après, ces prisonniers. Ils travaillent encore aujourd'hui, et manifestement, il ne se passe pas grand-chose. Et notamment pour les internements administratifs, on est jugé asocial, on est mis en prison sans jugement, on ressort, a priori on est dans la même situation sociale. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là ? C'est tout un enjeu. Toutes ces personnes, il y a tout un enjeu de mettre en place ce qu'eux appelaient le patronage et qui existe encore maintenant sous la forme de probation, qui est en fait d'étendre le filet carcéral et pénal après la peine, et donc de mettre en place des visites, par exemple, très fréquentes des détenus après leur prison, par un comité de patronage qui était complètement, j'allais dire laïque, mais complètement privé. Donc c'est des personnes, des bonnes familles, notamment des jeunes femmes qui vont visiter les pauvres petits détenus pour s'assurer qu'elles restent dans le droit chemin. Et pour l'internement administratif, en fait, là, je vous invite vraiment à aller voir les rapports parce qu'il y a aussi, c'est beaucoup centré sur les parcours de vie et en fait, on voit à quel point c'est quelque chose qui tourne en rond, quoi. Et qu'en fait, la prison, on le sait, ne socialise pas et fait l'inverse, désocialise, isole. Et donc, en fait, ça dépend évidemment des cas et puis il y a évidemment des cas comme ce qu'eux présentent comme des réussites de personnes qui arrivent à se réintégrer. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce cercle vicieux qu'on observe dans la réalité. Mais si ça vous intéresse, j'ai une collègue qui a fini aussi sa thèse, qui, elle, a travaillé sur les
les détenus dans des années 30 aux années 70, puis qui, elles, du coup, se placent du point de vue des personnes qui ont été enfermées, notamment à Lenzburg, dont on parlait avant, et qui, du coup, montrent, en fait, cette espèce d'aller-retour en prison continu, puis qu'on observe encore aujourd'hui. Oui. Du coup, ma question était, du coup, je vois que la thèse que tu soutiens est le fait de revoir cette période dans ces 5 cycles. Et ma question est, du coup, tu proposes cette vision des choses. C'est quoi dans la vision actuelle de l'évolution des prisons sur ce siècle, le siècle et demi que tu étudies, qui fonctionnerait pas? Donc, est-ce que ta thèse est de dire, genre, il y a une critique, disons, à la lecture actuelle de la période et de l'évolution, et du coup, tu en proposes une autre, ou bien c'est plutôt juste en proposer une autre, mais qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu de problème avec la lecture qu'on en fait. Et puis, ma deuxième question est, ça c'est un peu plus libre, genre, je sais pas, si tu vois des parallélismes entre ta recherche et du coup la contemporanéité, donc la situation d'aujourd'hui, si en faisant cette étude sur ce siècle et demi, tu as vu quand même des liens directs peut-être ou je sais pas, des insights intéressants par rapport à la situation audienne des prisons. Merci pour ces questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Du coup, je l'ai un peu, il faut déjà dire qu'en Suisse, il y a peu de travaux qui existent sur l'histoire des prisons de manière générale. Et du coup, le projet de recherche dans lequel je suis, il sert aussi à combler cette lacune. Il y a des travaux qui existent à droite à gauche, mais il n'y a pas encore de vision un peu d'ensemble de ces 2 siècles. Après, de manière générale, moi, je me situe un peu contre 2 approches. La première, c'est celle dont j'ai parlé avant, qui est un peu d'histoire des idées pénitentiaires, et qui du coup voit un peu des controverses entre ces acteurs, la première cause de l'évolution. Vous avez peut-être entendu parler du modèle, par exemple, pennsylvanien et le modèle d'Auburn. Donc pennsylvanien, c'est isolement complet, et Auburn, c'est les gens sont isolés la nuit. Non, même pas, ils sont tout le temps ensemble et ils travaillent, mais dans le silence. Et du coup, c'est un peu une opposition qui est un peu mythifiée dans l'histoire, l'historiographie, un peu comme étant 2 positions et puis des acteurs qui débattent de ça un peu de manière très mise en scène. Et en fait, pour moi, c'est un peu aussi un moyen de contourner un peu ce problème-là, parce que ça me semble pas très intéressant de poser la question en ces termes-là. Et du coup, donc, j'ai un peu... Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi cette question coloniale qui, en fait, j'ai trouvé assez surprenant qu'elle soit pas... il y a beaucoup de travaux qui existent sur la déportation coloniale, mais il y a vraiment très peu de réflexions sur comment ça marque, en fait, l'évolution de cette histoire de la privation de liberté, des peines et tout. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant de mettre en lumière, et d'autant plus de mettre en lumière en Suisse, sur l'histoire suisse, qui est un cas où il n'y a pas de déportation coloniale, entre guillemets, avec cette idée que la Suisse serait un pays, un colonialisme sans colonie, et du coup de participer depuis ce point de vue-là. Et sur la contemporanéité, je pense qu'en fait, du coup, ça permet de se poser la question de à quoi servent la prison aujourd'hui, à quoi sert l'internement massif. Et du coup, pour moi, là, du coup, déjà, je sors un peu de mon rôle d'historienne, et puis je m'inspire aussi beaucoup Non, on va y arriver. Je crois que... notamment les travaux de Giorgio... Non, il s'appelle... Je sais jamais... Alessandro De Giorgio, qui du coup, lui, investigue vraiment ce tournant néolibéral, et qui dit du coup que cette criminalisation de l'immigration qui a des conséquences meurtrières en Méditerranée, ça sert aussi à gérer une population... ça correspond aussi à un moment du capitalisme et de ce tournant néolibéral. Je me perds un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui m'apparaît intéressant de mettre en lumière, c'est aussi le fait que sont criminalisées encore aujourd'hui les fractions les plus populaires, les plus inférieures des classes populaires. Et c'est des populations qui sont racialisées négativement. Aujourd'hui, la prison en Suisse, elle sert à gérer l'immigration perçue comme indésirable, soit par la loi sur... maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, la loi sur l'immigration... sur l'immigration...
et l'établissement et l'immigration, où du coup il y a des personnes qui sont en prison parce qu'elles sont en Suisse de manière illégale, mais aussi plus largement parce que on sait que les prisons actuellement elles sont surpeuplées en raison des détentions préventives. Et du coup, ces détentions préventives, elles touchent quasiment pas les Suisses, elles touchent essentiellement des personnes issues de la migration qui n'ont pas de nationalité suisse et qui du coup sont perçues comme plus à risque de fuite, etc. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux où les personnes qui, dans cette vision du monde, sont les moins socialisées parce qu'elles sont perçues comme les moins suisses, ce qui évidemment, faut remettre en question. Mais du coup, dans cette vision du monde perçue comme les moins suisses, ce sont celles qui sont le plus exclues par la prison. Et voilà. Je sais plus, je me suis un peu perdue, mais du coup pour moi c'est aussi important de rattacher aussi à ce moment plus large qu'on vit, notamment d'austérité, de montrer aussi en quoi la prison historiquement, dans sa fonction même, elle a une fonction de classe en fait. Et puis si je devais répondre de manière politique, je dirais que du coup le mouvement ouvrier devrait se préoccuper des prisons et de la pénalité. Voilà. Il y a encore des questions? Oui. Ça serait un peu la question inverse, c'est du coup comment tu positionnes ce que tu proposes dans l'histoire longue de la gestion des déviants et puis des exclus. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une discontinuité? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent? Qu'est-ce qu'on peut observer sur le temps long? Mais une discontinuité quand? Maintenant? Par exemple, maintenant ou au moment de l'émergence de la prison moderne, comment toi, dans un temps plus long de la gestion des exclus et des déviants, tu inscris ça? Je pense qu'il y a une réelle discontinuité au moment de la prison modèle qui correspond à l'arrivée du capitalisme sur le continent. Et du coup, alors il faut pas... Il y a une discontinuité, mais qui occulte pas non plus le fait qu'il y ait des continuités. Puis du coup, en histoire, c'est jamais... Il y a un moment où tout change. Mais du coup, je pense que là, il y a réellement quelque chose qui évolue par rapport à ces 5 cycles où du coup... ces 5 cycles que je vous ai montrés, c'est plutôt une évolution, un remaniement, une adaptation. Alors que là, je pense que vraiment, au début des années 20, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et par contre, je pense qu'on est dans un... il faudrait discuter avec des collègues qui sont plus sociologues ou plus contemporains, mais je pense pas qu'on soit sorti de cette logique-là, parce que je pense que ça a à faire avec le fonctionnement du capitalisme, mais que par contre, on est potentiellement dans une nouvelle ère, et potentiellement même aujourd'hui, on est dans une radicalisation de ce tournant néolibéral des années 80. Mais ça, il faut aussi avoir des gens qui travaillent là-dessus plus finement. Ça fait à peu près 1h15. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont encore des questions. Si toi, tu as l'énergie d'y répondre ou si tu as envie de nous partager encore un truc, par exemple. Tu as passé la question du fascisme, tu as dit que tu aurais voulu en parler. Donc, si toi, tu en as l'énergie et si les gens ici ont l'intérêt... Si vous avez l'intérêt, moi j'ai des super fun facts sur le fascisme, mais je ne veux pas prolonger inutilement avant l'apéro. Vas-y. Ok. Alors, est-ce que... 5 minutes express. Ouais, non, mais ça va être très vite. En fait, ces 2 personnes, ils sont tous fascinés par les réformes pénales. Enfin, les réformes pénales. Réforme, c'est un terme compliqué parce que ça sous-entend, il y a un peu un implicite que c'est une amélioration. Ce qui n'est pas le cas, mais du coup, des réformes pénales, notamment nazies ou de l'Italie fasciste. Et du coup, tous ces lieux dans lesquels ces personnes se rencontrent et discutent, en fait, ils font des comptes rendus de ce qui se passe en Italie et en Allemagne et ils sont assez... Alors des fois ils sont critiques, mais en même temps ils sont là vachement carrés quoi. Et notamment la répression du mouvement ouvrier dans toutes ses composantes, c'est quelque chose dont ils sont assez admiratifs. Et donc là je vous ai mis 2 photos de 2 personnes. Il faut aussi se dire que moi j'ai passé 4 ans avec ces gens-là qui sont assez effrayants, physiquement notamment. Donc j'avais envie de partager ça aussi avec vous. Du coup là c'est donc Frédéric Martin dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé de lui parce que justement il est actionnaire de ce crédit immobilier suisse égyptien. Lui, qui est défenseur de sa classe ardue, c'est un anticommuniste virulent, il fait campagne pour l'interdiction du Parti communiste, et lui, il participe en 1935 au congrès pénitentiaire de Berlin. Berlin, congrès pénitentiaire, où du coup il y a Goebbels à la tribune, il y a Reichner, le ministre de la Justice, et en fait ce congrès est vraiment un moment de promotion du nazisme, au cours duquel on salue Adolf Hitler en faisant des saluts nazis. Et donc moi c'est pas inintéressant de voir que cette personne qui a envoyé l'armée contre une manifestation antifasciste
dans l'épisode le plus sanglant de l'histoire sociale suisse. 3 ans après, il est à Berlin à faire des saluts nazis. Par ailleurs, dans sa correspondance, j'ai trouvé il correspondait, enfin en tout cas des amis à lui envoyaient des cartes postales d'Allemagne avec la tête d'Hitler. Et donc, plus largement, il y a aussi plusieurs traces, disons, de son admiration, de sa fascination pour le mouvement national-socialiste. Il explique aussi qu'il faut défendre absolument l'institution de l'armée parce que c'est la seule capable de restituer de l'ordre. Donc il y a vraiment une fascination. Et la deuxième personne, qui est donc Otto Kellerhals, qui est celui qui a créé cette prison modèle de Witzwil, il participe aussi à ce congrès de 1935 et il en profite pour visiter des établissements pénitentiaires. Il fait notamment la demande de sortir un peu des sentiers battus pour visiter des camps de concentration de l'Emsland, qui est une région marécageuse qui l'intéresse beaucoup parce qu'il fait la comparaison avec Witzwil. Et donc il fait un compte-rendu très très élogieux des camps de concentration qu'il visite dans la revue pénale suisse qui existe encore aujourd'hui et qui est une revue très prestigieuse de droit pénal, où il souligne notamment qu'un camp de concentration ne coûte qu'un 10e du prix d'une prison, alors même que le travail des prisonniers est plus productif, notamment parce que c'est du défrichage de terre, quoi. Et du coup, il se demande si on ne pourrait pas faire généraliser aussi ce processus de camp de concentration en Suisse. Et il reproduit même les plans du camp pour un peu essayer de s'en inspirer, quoi. Du coup, on voit, disons, que cette peur anticommuniste de ces personnes-là, c'est quelque chose d'assez documenté et connu, que la bourgeoisie, toute une fraction de la bourgeoisie connaît une certaine fascination pour les régimes autoritaires et nazis. Mais disons, là, on voit des traces de convergence directe. Voilà. Et d'ailleurs, au congrès pénitentiaire de 1935, les Suisses sont applaudis parce qu'ils sont à l'avant-garde, donc ils sont applaudis par les nazis à l'avant-garde des stérilisations forcées et des logiques eugéniques. Ils sont applaudis par les nazis qui se disent que vraiment on pourrait s'en inspirer de la Suisse dans l'autre sens, quoi. De quelle population? Les stérilisations de ce qu'ils appellent, entre plein de guillemets, des débiles mentaux. Ah, ok. Ouais. Mais du coup, on sait que de fait, les nazis se limitent pas à ça, quoi. Et puis d'ailleurs, en Suisse, il y a aussi toute une stérilisation forcée des personnes yénis, justement. Ça a été reconnu comme crime contre l'humanité. Voilà, maintenant, sur cette petite fin rigolote. Non, mais des fois, comme historien, on est content quand on tombe sur des dingueries comme ça, c'est un peu... Partager, ne pas être seul. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.